Votre programme vous a été présenté par Glidden. Bonjour à toutes et à tous, on est sur Top Santé TV et on va démarrer un nouveau numéro d'Envie. Comme chaque semaine, nous allons mettre en lumière la liberté de disposer de son corps. Et je suis comme d'habitude accompagnée par la crème de la crème. J'ai nommé Flore Chéri, notre experte en sexualité. Bonsoir Flore, bonjour. Bonjour Malika. Vous allez bien ? Très bien et vous ? En tout cas, je suis contente de vous retrouver. Moi aussi. Et aujourd'hui, focus sur la littérature érotique. On reçoit Octavie Delvaux, auteure érotique de talent, dont l'imagination n'a d'égal que sa vitesse à coucher les mots sur le papier. Bonjour Octavie. Bonjour Malika. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes une écrivaine avec une imagination débordante. Vous avez publié combien de livres ? À ce jour, j'ai publié 6 ouvrages en mon nom et j'ai participé à de nombreux ouvrages collectifs. En plus, aussi. ça fait combien au total ? Je pense une quinzaine. Le best-seller, c'est Sex in the Kitchen. Sex in the Kitchen, oui. Vous en avez vendu... On doit être à 30 000 50 000. 50 000 oui. Oh, les chiffres n'ont même pas été actualisés sur Internet. Félicitations, c'est énorme. C'est pas mal pour ce type de littérature, oui. Et votre nom, Octavie, vous l'avez choisi en référence au personnage de la comtesse de Ségur ? Exactement, oui. Vous êtes très bien renseignée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce choix ? En fait, la comtesse de Ségur a vraiment beaucoup compté dans l'élaboration de ma fantasmagorie dès la plus tendre enfance. Et je me souvenais d'une pièce de théâtre de la comtesse de Ségur dans laquelle l'institutrice se prénommait Octavie. D'accord. Et c'est par référence à cette institutrice qui n'était ni tout à fait méchante, ni tout à fait gentille que j'ai pris ce pseudonyme. Mais on est loin de la littérature érotique à ce moment-là. Alors dans la comtesse de Ségur, il y a quand même des petites scènes de punition. Ah, expliquez-moi. Oui, Moi, je suis naïve. Il y a des petites scènes de fessées. En fait, bon, alors c'est difficile évidemment à expliciter sur le plateau parce que ça concerne les enfants, mais c'est vrai que la fessée, notamment, qui est un des vices corporels qui est souvent cité dans les livres, Je voyais qu'Octavie peut faire partie des premiers émois érotiques qu'on peut ressortir quand on est enfant. Oui, bien sûr. Il y a des enfants qui ont des émois érotiques ? Oui, c'était mon cas en tout cas. C'était votre cas ? Oui. D'accord, ok. Donc, cette chère comtesse a attisé bien des démons en moi. Et comment vous êtes rentrée dans l'écriture érotique ? Je suis entrée dans l'écriture érotique déjà en tant que lectrice. C'est-à-dire que quand j'avais une vingtaine d'années, les contenus érotiques, par exemple, cinématographique ne m'intéressait pas plus que ça, donc je me suis orientée vers les mots parce que je sentais déjà, que c'était plus ce que je cherchais. Et alors soit je suis mal tombée, soit c'était effectivement ce qu'il y avait beaucoup sur le marché à ce moment-là, mais j'ai découvert une littérature très phallocentrée, très masculine, avec des fantasmes qui ne me parlaient pas du tout. Ça, c'est les premiers livres que vous avez lus ? Oui, alors c'est peut-être un hasard. Je crois que c'était Nuit torride. Rien à voir avec le Marquis de Sade ? Non, Sade, je l'avais lu auparavant en fait. Mais je ne classerais pas vraiment littérature érotique. C'est entre le classique et l'érotisme. Mais quand j'ai cherché vraiment à lire de la littérature érotique, je suis tombée sur des contenus qui ne me plaisaient pas, qui ne me parlaient pas. C'était que pour les hommes ? Oui, voilà. Et qui présentaient des femmes objets, pas du tout actives dans leur sexualité. Et là, je me suis dit... Ce qui ne correspondait pas à votre sexualité ? Non plus, non. Et je me suis dit, bon, il y a du travail, pourquoi je ne m'y mettrais pas ? Oui, il y avait une place à prendre en fait. Voilà, c'est ça, il y a une place à prendre peut-être. Et donc j'ai tenté, j'ai connu des échecs, j'ai connu des succès et j'ai eu la chance de rencontrer un éditeur qui m'a remarqué et qui m'a donné les rênes pour m'épanouir. Donc votre différence, votre truc en plus, c'est d'avoir peut-être redonné une place différente à la femme dans cette littérature érotique ?
Je pense et je l'espère, oui, en effet. Personnellement, qu'est-ce que ça vous a apporté? Beaucoup d'épanouissement. Personnellement, ma vie sexuelle n'a jamais été aussi épanouie, aussi belle qu'une fois que j'ai franchi ce pas d'écrire. C'est aussi un très bel exutoire. Ça permet aussi d'écrire des fantasmes qu'on n'a pas envie de réaliser. J'allais dire, ça se fait dans quel ordre? Est-ce que vous vivez les choses puis vous les écrivez, ou alors vous les écrivez et puis vous les vivez? Il peut se passer les deux phénomènes, en fait. Il peut arriver que j'ai le souvenir d'un fantasme réalisé, que j'ai envie de coucher sur le papier parce que c'était un bon souvenir et que je désire le partager avec les lecteurs. Ou il peut arriver que j'ai un fantasme en tête, que je ne trouve pas particulièrement réalisable ou intelligent de réaliser. Auquel cas, je l'exprime avec toute ma verve. Et alors, ce qui est assez miraculeux, c'est qu'une fois que je l'ai écrit, il disparaît totalement. C'est-à-dire que c'est une libération. Oui, exactement. Mais ça, je pense que ça vaut un peu pour tous les domaines de notre vie. Dès lors que parfois on pose les choses sur le papier, elles disparaissent de nos pensées. Vous avez lu ces livres? Bien sûr, oui, j'ai beaucoup lu Octavie Delvaux, qui doit être, en tout cas selon moi, une des figures les plus importantes dans la littérature érotique, surtout féminine. Et je trouve que c'est très important que des femmes comme Octavie, et je sais qu'Octavie a aussi aidé d'autres femmes à prendre la parole là-dessus, expriment leur désir et surtout mettent des mots, le mettent en mots. Pas juste le ressentent et commencent à l'appréhender, se dire mais vraiment qu'est-ce qui m'excite moi-même, sur quoi est-ce que je fantasme vraiment. Oui, ça oblige à une introspection sexuelle. Exactement, et à l'explicité, c'est-à-dire qu'on ne ressent pas juste un désir flou et diffus quand on est face à une feuille de papier, on est obligé de se dire mais qu'est-ce que j'écris vraiment dessus en fait, qu'est-ce qui m'excite dans un acte sexuel? Est-ce que c'est les sentiments, est-ce que c'est l'émotion qui m'excite? Est-ce que c'est voir et regarder mon partenaire qui m'excite? Ou est-ce que c'est des détails? Est-ce que ça tient à l'odeur? Est-ce que ça tient à la sensation de chaud, de froid? Et ça nous oblige en fait à faire ce travail d'écriture qui peut être très intéressant quand on est une femme. Ça révèle en tout cas plein de choses chez les femmes, je pense. Votre préféré, celui que vous nous conseillez? Sex in the Kitchen, pourquoi? Parce que si on n'est pas familier avec la littérature érotique, ça nous convertit assez facilement, je trouve. Pour convertir tout le monde à la littérature érotique, c'est Sex in the Kitchen. Donc dans certains de vos écrits, vous êtes dominatrice. Est-ce que vous l'êtes également dans la vie de tous les jours? De façon beaucoup plus sporadique et beaucoup plus soft que tout ce que je peux écrire. Donc là, c'est plus le moment où vous mettez les fantasmes que vous n'allez pas réaliser. Oui, on va dire ça. Mais un peu quand même. Oui, j'ai cette tendance à prendre les rênes, à m'exprimer beaucoup dans les relations sentimentales et sexuelles, à revendiquer mes envies, voire même à les imposer. Je n'ai pas toujours été comme ça, mais c'est vrai que les mots m'ont beaucoup aidée. Tout ce que j'ai écrit m'a beaucoup aidée à prendre confiance en moi et à partager aussi dans le lit ce que je partageais avec les lecteurs. Et votre amoureux, il lit ce que vous écrivez? Parfois oui, parfois non. Ça dépend de... Il y a des choses que j'ai envie de lui faire dire et d'autres que j'ai envie de garder pour moi. Qu'est-ce que vous avez pensé du succès planétaire de 50 nuances degrés? J'en ai pensé plutôt du bien, dans le sens où tout ce qui permet aux femmes de lire un contenu érotique où leur désir est exprimé, où leur vie sexuelle est revendiquée, est d'après moi quelque chose de peut-être très positif.
Je regrette comme beaucoup le schéma prince charmant, Oui. pauvre petite fille sous la coupe d'un homme dominant, etc., qui est le seul à pouvoir la révéler à son plaisir, parce qu'elle ne peut pas découvrir son plaisir toute seule, c'est bien connu, seul un homme peut révéler à une femme son plaisir. Donc tout ça, je le regrette un peu, mais je le vois aussi comme un conte de fées, quoi, qui n'a pas rêvé aussi de ce prince charmant. Voilà, ça a fait rêver beaucoup de femmes, et tant mieux. Si ça leur a peut-être découvert. Voilà, si ça les a conduits à davantage s'approprier leur sexualité, à peut-être s'orienter vers d'autres lectures après, et j'ai cru comprendre que c'était un peu le cas. Ça vous servait à tous, quoi. Enfin, toute la littérature. Je n'en pense pas grand mal, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même si je reste assez critique. Ça a peut-être participé même au succès de Sex in the totalement, Kitchen. oui, C'est arrivé à combien de temps après? 3 mois après. Ah oui, ok, d'accord, on était vraiment dans la foulée. Ça appartient, donc 50 nuances degrés, à la New Romance. Qu'est-ce que c'est que la New Romance? La New Romance, c'est même, de façon plus générale, on va dire une sous-catégorie de ce qu'on appelle la chick lit, ou en français la littérature de poulette. Alors ça, je ne connaissais pas non plus. Alors on la connaît un peu à travers Bridget Jones, par exemple, qui incarne ce roman d'écriture où souvent la narration va être portée par l'histoire amoureuse qu'elle va entretenir avec un homme, en effet souvent un peu plus âgé, sur lequel elle fantasme pendant très longtemps, mais aussi d'autres composantes qui sont très importantes dans la chick lit, par exemple la chick lit, la littérature de poulette, les relations qu'elle va avoir avec ses meilleurs amis. C'est vrai que dans Sex in the Kitchen, les meilleurs amis, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, parce qu'il y a ces codes en fait qui se retrouvent beaucoup dans Sex in the Kitchen. Il y a les relations aussi avec les parents, la famille. Donc voilà, c'est une écriture en tout cas qui est très codifiée, qui a peut-être des petites tendances américaines et qui plaît souvent à un lectorat féminin. Comment on explique justement ce succès? C'était plus ou moins prémédité, hein, je ne vous le cache pas. Expliquez-nous tout ça. Avec mon éditrice, on avait eu cette idée de mélanger érotisme, chick lit et modernité. Ok. Vous saviez déjà ce que c'était que la chick lit, et aussi un peu d'humour. Alors quand elle m'a proposé ça, j'ai dit c'est un sacré défi, mais je relève le défi. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de détourner un peu les codes de la chick lit parce que, bon, comme le disait Flore, il y a un côté très, très américain, parfois un peu bien pensant, etc., un petit peu cucu, quoi, faut bien le dire. Donc ça, je l'ai un petit peu passé à l'acide chlorhydrique tout de même. Mais j'ai gardé ces codes des meilleurs amis. Mais alors, c'est des meilleurs amis qui sont un petit peu spéciales entre la nymphomane, la dominatrice, celle qui change tout le temps d'avis, etc. Donc, elles sont assez hautes en couleur. Mais c'est important pour moi parce que ça reflète aussi ce qu'est la sexualité des femmes aujourd'hui. La sexualité des femmes, elle n'est pas juste dans la chambre avec le petit ami. Elle se fait beaucoup, enfin, elle se construit beaucoup entre amis, j'ai l'impression, entre copines. La sexualité se fait. L'échange entre les femmes est très, très important. Et on m'a souvent dit, mais aucune femme ne parle comme ça. Ce à quoi je réponds. C'était des hommes qui disaient ça, non? Oui, mais ce à quoi je réponds, mais je n'ai fait parfois que retranscrire mes propres dialogues avec mes propres copines. Donc oui, les femmes parlent comme ça, parfois très crûment de sexe, et c'est très salutaire, parce qu'on apprend des autres, parce qu'on s'amuse aussi. Sex in the Kitchen, vous avez essayé de l'adapter, non, au cinéma? Vous n'étiez pas en train de le faire? Si, totalement. C'est toujours d'actualité? Il faut avouer que la pandémie mondiale n'aide pas vraiment la production en ce moment. Mais c'est toujours... Oui, on n'a pas abandonné l'idée. Ce serait un 50 nuances degrés version française alors? C'est ça. Ça va faire du bien aussi aux gens, oui. L'écriture érotique, elle a servi aussi comme support de lutte militante. Bah oui, historiquement, c'est vrai que l'écriture et la littérature érotique servent vraiment à porter des combats. On pense évidemment à Sade, qui, derrière tous ses ouvrages qui pouvaient parler d'érotisme, en fait,
avait un message fort contre la nature, contre l'Église. Et après, plus récemment, on peut penser aussi à Despentes, qui, à travers ses livres comme Baise-moi, a clairement un message militant derrière sur les travailleurs du sexe, sur le rapport que les femmes peuvent entretenir avec leur corps. Et historiquement, même à chaque fois qu'une femme prenait la plume pour écrire le désir féminin, c'était très souvent pour contrer, comme l'a dit Octavie, une lecture qui était très objectifiante pour la femme quelque part, où elle ne se retrouvait pas forcément dans les désirs, et en disant non, mais moi il faut que je parle de mon désir à moi et que je pose mes mots et mon regard de femme sur la sexualité. Et c'est vrai qu'historiquement, la littérature érotique a souvent servi à ça. Est-ce que vous vous considérez comme une militante? Oui. Et vous êtes suivie par un public plutôt féminin ou masculin? C'est assez partagé, bizarrement, car comme le montre la couverture de mon livre, Oui. toute rose, on aurait pu penser que, surtout les femmes s'orienteraient vers cette littérature. C'est ce que vous pensiez en le faisant, vous? Exactement, oui. Et j'ai découvert que non, les hommes étaient aussi très intrigués. J'ai des petites anecdotes de couple où, par exemple, Madame lit Sex in the Kitchen dans son lit et est morte de rire. Donc, monsieur se dit, mais pourquoi est-ce qu'elle rigole comme ça? Donc, il lui pique le livre et il le lit à nouveau. Et c'est un peu comme ça que se font les échanges entre hommes et femmes. Mais non, je suis lue par des hommes et par des femmes. Alors, vous parlez souvent de BDSM. Déjà, qu'est-ce que c'est, le BDSM? Alors, le BDSM, c'est l'acronyme de Bondage, Discipline, Domination, Soumission, Sadomasochisme. En fait, c'est BDDSSM, exactement, c'est un peu long. Et en gros, c'est un ensemble de pratiques sexuelles. Alors, ça va, donc, le bondage, c'est quand on s'encorde, c'est tout un jeu avec les cordes. La discipline, ça va être des jeux un peu d'humiliation, on va forger l'autre. Le sadomasochisme, ça va être quand on manipule la douleur pour qu'elle soit érotique. Voilà, donc c'est tous ces jeux-là qui peuvent être très codifiés. On peut par exemple aimer la douleur, pas du tout les insultes au lit. On peut aimer les insultes au lit et pas aimer les pinces à tétons, par exemple. Donc voilà, c'est tout cet ensemble de jeux-là qui jouent sur le stress, qui jouent sur les rapports de pouvoir. En fait, Bah oui, c'est une des pratiques sexuelles qui vont en fait provoquer beaucoup d'adrénaline. C'est des hormones qu'on peut retrouver aussi quand on a peur ou quand on est sous stress. Et c'est des hormones qu'on ressent naturellement quand on fait l'amour. Donc ça dope un petit peu nos hormones sexuelles qu'on ressent naturellement et ça leur donne une dimension supplémentaire. c'est pour ça que cet univers vous inspire? Oui, absolument. C'est un piment indéniable dans les jeux sexuels. Pas obligatoire, hein. Je peux tout à fait écrire un texte très soft, Oui. très amoureux, sans tous ces ingrédients. Mais le BDSM peut apporter une touche très cérébrale, très intéressante. Et comme dit Flore, un déluge d'hormones diverses et variées qui va amplifier le plaisir, les sensations et plein d'autres choses. Par exemple, on parle de subspace pour qualifier un Mais peu qu'est-ce que c'est encore ça? ce mot, voilà, cet orgasme. C'est-à-dire que quand on est dans une séance, entre guillemets, de domination-soumission, le soumis peut se retrouver dans un état tel de lâcher prise qu'il bascule un peu dans l'inconscient, dans son inconscient, et ça, c'est ce qu'on qualifie un état de subspace, c'est-à-dire qu'on est un petit peu complètement shooté par nos hormones, un peu à côté de la plaque. Et Du coup, ça décuple le plaisir. ça décuple le plaisir et même ça pourrait faire le parallèle avec un orgasme classique physiologique. En tout cas, c'est bon, c'est ce que vont rechercher les C'est une soumis. forme de transe, en fait. Ouais. Voilà. De transe érotique. Écoutez, je crois que je connais pas ça encore. Hein. Mais encore une vie après. Est-ce que l'écriture peut améliorer notre bien-être sexuel? Clairement, et je pense que Octavie en est l'incarnation en tout cas. Pourquoi? Parce que ça permet, et souvent à des gens qui sont introvertis, un peu timides, de s'obliger à écrire, à s'affirmer en tant qu'être sexuel et à affirmer leur sexualité à travers un média qui est pas très engageant, qui est celui du papier, qui masque un peu, qui nous met, on n'est pas directement frontalement en train d'avoir un rapport sexuel avec l'autre. On a cette barrière du papier. Et ça permet à plein de gens, en fait, de se libérer sexuellement.
alors qu'ils auraient peut-être eu du mal en fait à le faire dans la vraie vie. Donc après, ça va avoir une répercussion dans leur vraie vie. Dans leur vraie vie, voilà, ils vont sortir plus à l'aise, ils savent qu'ils ont déjà écrit, qu'ils ont peut-être été lus, qu'ils ont peut-être été entendus sur certains sujets, ils se sentent même légitimes en fait à avoir cette sexualité-là dont ils ont parlé. Donc vraiment, ça a aidé plein de gens et je pense que ça aidera encore beaucoup de personnes à sortir de l'inhibition sexuelle, clairement. Comment est-ce que vous faites pour décrire un orgasme sexuel sur le papier ? Alors surtout, je m'interdis certains mots comme érotique, par exemple. Ouais. J'estime que le mot érotique est absolument anti-érotique. Ok. Pour moi, pour faire passer l'érotisme, il faut aller chercher les mots qui vont transmettre au lecteur ces sensations-là. J'ai lu un jour dans un texte très mauvais « Ah mon Dieu, comme c'était bon, comme c'était érotique ». J'estime que c'est la phrase la plus mauvaise qu'on puisse écrire. Ça arrive peu. Personne ne dit Comme ça, c'était c'est érotique, oui, c'est pas... Donc, pour décrire un orgasme, il faut l'avoir vécu. Ouais. Déjà, c'est important. C'est pour ça qu'à mon Oui, mais sens... vous disiez que parfois, c'était juste des fantasmes que vous écriviez. Oui, mais il faut une petite base. Alors, la petite base, c'est d'avoir quand même un petit peu une palette de sensations connues. Je défie tout de même une nonne vierge d'écrire de la littérature érotique parce qu'il y a une petite base de sensations à connaître pour pouvoir la transmettre par les mots. Donc oui, avoir vécu un orgasme aide et puis on peut le décrire... Donc à travers la sensation, c'est ce que voilà, vous comme une vague, comme une déferlante, comme des soubresauts, une série de chocs. Enfin, tout dépend aussi de l'intensité de l'orgasme que l'on veut décrire. Est-ce qu'il est fulgurant? Est-ce qu'il s'allonge? Voilà, est-ce qu'il a de nombreuses répliques un peu sismiques comme une éruption Et puis ça volcanique. peut-être du personnage qui parle, d'un Absolument. personnage à l'autre, Oui. on n'aura pas la Pas le même même vocable, écriture, ouais. pas le même vocable. Alors, pour savoir à quel point la littérature érotique est populaire ou non, Cassandre Chollet est descendue dans la rue pour vous poser la question. On regarde tout de suite la réponse en images. J'ai un rapport différent entre livre érotique et film porno parce que le livre érotique, je trouve ça beaucoup plus intellectuel et c'est beaucoup plus assumable en quelque sorte. Je trouve ça plus intéressant dans le désir et dans les phénomènes que ça peut susciter. Je trouve que c'est plus digne comme pratique, si je peux dire ça. Ouais, complètement. J'ai acheté un livre là récemment justement sur l'érotisme. Et en fait, ça te permet également de toi découvrir un peu plus de choses. En fait, disons que je trouve qu'en tout cas dans l'éducation, on n'est pas assez éduqué à ce niveau-là sur la sexualité et on perd énormément de choses. On découvre très peu de choses finalement, c'est un peu au feeling. Alors que justement, on peut aller chercher, on peut aller découvrir plein de choses sur le sujet. Donc c'est vrai que finalement, quand tu passes le pas, aller acheter des livres érotiques pour savoir te documenter, un peu aller chercher comment ça fonctionne à ce niveau-là, c'est vachement intéressant, quoi. Et pas de livre érotique, mais bon, quelques films, du coup, 365 jours, il y a eu 50 nuances degrés. Donc forcément, voilà, c'est des films. Alors, j'ai pas lu les livres, mais ils sont très intéressants à regarder. C'est vraiment agréable. Donc, donc voilà, mais pas de film vraiment libertin, érotique ou autre. Là récemment, si on m'a offert un bouquin là-dessus, mais sinon, moi, c'est pas trop ma. Non. Donc oui, évidemment, un des probablement pionniers et plus anciens étant les Justines et je ne sais plus le sous-titre, mais du Marquis de Sade, bien évidemment, qui au-delà d'une littérature érotique, voire terriblement malsaine, est littérairement parlant exceptionnel. C'est-à-dire c'est formidablement bien écrit. Au demeurant, le sujet est probablement plus qu'abreux et alors en ce moment particulièrement non politiquement correct. Qu'est-ce que vous pensez de ces images, de ces réponses ? Elles sont instructives. Le jeune garçon a raison, en fait, lorsqu'il dit que c'est plus cérébral, peut-être moins honteux. Alors, je ne partagerai pas cet adjectif-là, mais effectivement, on peut faire passer en littérature tout un tas de choses, des sensations, des pensées. Surtout, ça fait appel à l'imaginaire de chacun, c'est le principe de la lecture. Qu'on ne peut pas avoir dans un film. C'est ce qui est très réducteur dans un film. On n'a
qu'une image de l'acte, tandis qu'en littérature, on a le ressenti des personnages, Il y a leurs plein de pensées, possibilités. leurs égarements, tout. En fait, on peut tout se permettre. Voilà. On est absolument dans le cerveau du personnage et dans son corps. Donc, on peut préférer aller sur les sensations physiques, des descriptions de sensations physiques, ou au contraire, uniquement sur le cérébral. C'est un choix, après, selon la scène qu'on a envie d'écrire et le degré d'érotisme qu'on veut lui donner. Et là, vous êtes en train d'écrire un nouveau livre? Oui, On vous arrête toujours, jamais. Quand il y en a un qui est terminé, il y en a toujours un qui est en cours d'écriture. absolument. Et on devrait pouvoir se le procurer quand alors? Je pense en 2022. 2022. Et Flore aussi a écrit des livres. Oui, alors moi j'ai écrit même un livre un peu plus général sur l'écriture érotique qui est paru l'année dernière, dont j'ai cité évidemment du Octavie Delvaux dedans, mais pas que, parce que c'est très riche en fait comme genre littéraire, et c'est aussi un genre littéraire qui souffre, comme tout ce qui se passe dans le milieu du sexe, d'une forme de censure. On a plus de mal à le distribuer normalement dans les librairies, même quand vous êtes référencé sur les sites, les grosses plateformes en fait, pour éviter que les enfants tombent dessus, c'est très souvent déréférencé. Donc c'est une littérature qui a plus de mal à faire sa publicité, et donc c'est pour ça qu'elle est cantonnée parfois à un sous-genre. Et oui, c'est vrai que c'est un de mes combats d'essayer de lui redonner un peu ses lettres de noblesse, de lui redonner une visibilité, parce que à plein d'égards, je trouve que c'est une littérature qui apporte beaucoup, à la fois aux lecteurs et même aussi aux écrivains. Voilà. Ce n'est pas que non plus un contenu masturbatoire, en fait. Bah non, mais vous le disiez, en plus il y a de l'humour, Voilà. vous expliquez que la dame rigolait en vous lisant et que son mari entendait rire, donc... Ouais, ça crée de la connexion dans les couples. Absolument. Ça permet aux gens de redécouvrir d'autres formes de sexualité. Ça permet aussi de questionner sa propre sexualité quand on se confronte à celle d'un personnage, en se disant « Ah bah tiens, c'est marrant ce qu'il a fait, j'aimerais bien ». Ou alors finalement, je ne suis pas aussi bizarre que ce que je m'imagine. Les gens s'imaginent toujours qu'ils sont très bizarres quand il s'agit de sexualité, qu'ils ont des fantasmes incroyables. Et c'est vrai que quand on lit beaucoup de littérature érotique, on se rend compte qu'au final, on est extrêmement banal, voire très très sage en fait. On découvre un panel de bizarreries vrai. Il y a des bizarreries à venir dans le prochain livre? Oh, sans doute, oui. Plus j'explore dans l'érotisme, plus les bizarreries me semblent essentielles au contenu. Ben merci Octavie de nous avoir raconté votre parcours. Et puis on De rien. rappelle, il y a vos ouvrages. Donc là j'en ai deux. Sex in the Kitchen, Sex and the TV. La Il y en a- suite. qui est la suite. Il y en a d'autres là-bas. Cœur pervers, Punir d'aimer. Tout est disponible en général aux éditions de la Musardine. Merci à Flore évidemment de nous avoir apporté tout son savoir, de nous avoir éclairé. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite. Votre programme vous a été présenté par Glidden.